Le FLF voulait un salaire égal pour un travail à valeur égale. On disait en 70 pour un travail égal, mais en 71, je pense, avec la sortie du rapport Byrd, je pense qu'on connaissait l'autre expression qui était beaucoup plus juste, un travail à valeur égale. Alors, même si un grand bout de chemin a été fait depuis l'adoption de la loi sur l'équité salariale en 1996, il reste que cette question est toujours excessivement pertinente en 2008. La loi sur l'équité salariale ne rejoint pas toutes les femmes au travail, particulièrement les non-syndiquées, celles qui sont à statut précaire, celles qui sont dans une entreprise de moins de 50 employés et en région bien souvent. 11 ans et demi après son adoption et près de 7 ans après l'échéance du 21 novembre 2001, il est scandaleux de constater que 50% des entreprises n'ont pas encore amorcé la démarche. Et il faut suivre les choses de près, car vous savez que le gouvernement Charest a nommé à la succession de Rosette Côté Louise Marchand, une avocate provenant du milieu patronal. À noter que les femmes continuent d'occuper la majorité des emplois précaires et assujettis au salaire minimum. C'est des choses que vous devez savoir, là. Les emplois se précarisent et ce sont à 70% des femmes qui les occupent. Même chose du côté des emplois au salaire minimum, dont le nombre serait en hausse. 71% des personnes qui ne gagnent que le salaire minimum sont des femmes. Et le tiers d'entre elles serait le principal soutien familial. Dans le commerce, par exemple, où le nombre d'emplois mal payés aurait augmenté significativement, les travailleurs sont à 62% des travailleuses. Dans l'hébergement et les services, les femmes occupent 65% des emplois au salaire minimum. La majorité des emplois atypiques et des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Les femmes occupent 70% de tous les emplois à temps partiel. À remarquer que seulement 8% des femmes invoquent leur santé pour le temps partiel. Si on regarde l'ensemble de la population travailleuse à temps partiel, 27% sont des femmes dans toutes les classes d'âge et 10% sont des hommes principalement parmi les jeunes, c'est-à-dire les étudiants. N'oublions pas que les critères d'admissibilité à l'assurance-emploi sont tels qu'ils avantagent les personnes qui travaillent à temps plein. 32% des travailleuses reçoivent l'assurance-emploi versus 40% des travailleurs. Quant aux travailleuses autonomes, elles gagnent 14 000 $ de moins par année que les travailleurs autonomes. Bien que le taux de scolarisation des femmes a augmenté dans les universités, le nombre d'inscriptions des filles dépasse celui des gars, ils ne trouvent pas d'écho au niveau salarial. Les femmes gagnent actuellement 69% de ce que gagnent les hommes, en incluant à la fois le travail à temps plein et le travail à temps partiel. Pour des emplois à temps plein, les femmes gagnent 78% du salaire des hommes. On est loin de la mixité sur le plan des salaires et des avantages sociaux. En plus de la hausse du salaire minimum, nous revendiquons l'accès à la formation, l'accès aux métiers non traditionnels, l'accès à la syndicalisation. Même s'il faut se réjouir que le taux de syndicalisation des femmes soit maintenant rendu à 39%, rejoignant presque celui des hommes à 42%, il reste que 61% des travailleuses ne sont pas syndiquées, soit près des 2/3. Et on sait bien, vous êtes bien placés pour savoir que la syndicalisation fait toute la différence, notamment du point de vue salarial. Et saviez-vous, vous autres, moi je ne savais pas qu'encore aujourd'hui, la presque totalité des femmes non syndiquées sont encore congédiées quand elles sont enceintes. Le FLF voulait un salaire pour les femmes qui désirent travailler à la maison. Ici, c'est une revendication qui n'a pas fait l'unanimité dans le mouvement féministe depuis 30 ans. Mais elle reste toujours, selon moi, une question pertinente et actuelle. En effet, si nous ne parlons plus beaucoup aujourd'hui de l'exploitation du travail domestique effectué en majeure partie par les femmes, il n'en demeure pas moins que cette assignation naturelle est l'ossature même du système patriarcal néolibéral, qui a toujours besoin de sa gratuité et de son invisibilité. Il en a besoin notamment pour convaincre les femmes que toutes les tâches similaires au travail ménager ont moins de valeur monétaire. Alors ne nous étonnons pas si ces emplois typiquement féminins dans l'éducation, la santé, les services sociaux, les garderies, etc., aient tant de difficultés à être reconnus et payés à leur juste valeur. Ici, on est au cœur, à la racine même de l'oppression des femmes par le système patriarcal dont le néo-capitalisme fait ses choux gras. Et cette division sexuelle du travail ne s'exerce pas seulement entre différents types masculins et féminins, entre guillemets, de travail rémunéré. Elle s'exerce aussi et surtout entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré, c'est-à-dire le travail lié à la production domestique, à l'éducation des enfants, aux soins et au soutien des proches malades ou âgés, ce qu'on appelle l'aidance dite naturelle. Remarquez l'usage du qualificatif femme.
Cette assignation naturelle des femmes à ce type de travail, qui est l'une des principales explications à l'infériorité des revenus des femmes par rapport à ceux des hommes, est l'une des principales explications à la pauvreté des femmes, surtout la pauvreté des femmes âgées. Comme le disait Lise Moisan dans le hors-série que je nommais tantôt, de La vie en rose 2005, on aurait beau éliminer la discrimination salariale en emploi, désexualiser les professions et les métiers, accroître le taux de syndicalisation des travailleuses, tant que la division sexuelle du travail rémunéré et non rémunéré restera la même, les femmes, et surtout les mères, conjointes ou seules, continueront à avoir un revenu inférieur à celui des hommes, et la pauvreté des femmes âgées, notamment, persistera.